s'il se présente. Et donc là, en fait, je remercie Philippe parce qu'il a montré un petit peu une grande partie de la théorie et des mécanismes qui vont soutenir ce que je vais montrer aujourd'hui, qui est un jeu sérieux rythmique. Donc, on va montrer un peu comment on peut faire ce genre de choses en stimulant à travers l'exercice en ligne. Ça permet de parler un peu plus de la théorie. Et ouais. OK. Donc, c'est ça. Moi, je suis au doctorat en 5e année. La moitié environ de ce que je vais vous montrer, c'est une partie de ma thèse du doctorat. C'est fait en collaboration avec Brain et aussi le CRPLM, qui est au centre de recherche sur le langage, la musique et le cerveau, et l'Université de Montréal. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi on pense que la musique peut être utile pour une intervention dans la santé. L'utilisation de la musique comme outil complémentaire à la rééducation classique a connu un regain d'intérêt au cours des dernières décennies. Les interventions musicales ont été administrées avec succès à toute une série de populations de patients, notamment les enfants atteints de l'autisme, les troubles déficit de l'attention, la dyslexie, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et les traumatismes crâniens. Donc, on voit beaucoup d'études et de travail sur différents niveaux de la santé mentale et physique. L'idée que la musique peut constituer un outil valable pour soutenir les programmes de réadaptation est née d'une certaine observation que l'apprentissage et l'exécution de la musique sont de puissants vecteurs en termes de changement cérébral, donc de plasticité cérébrale. Ici, les activités musicales sont généralement multisensorielles, c'est-à-dire qu'elles sollicitent plusieurs systèmes en même temps, donc le système visuel, le système moteur, le système aussi de l'écoute. Donc, en sollicitant nos systèmes sensoriels, moteurs, cognitifs, la musique agit sur les structures cérébrales correspondantes. Donc, il y a comme toute une architecture qui est liée à la musique, qui vient s'activer et qui va être stimulée en même temps. Certains de ces systèmes sont susceptibles de jouer un rôle central dans la remédiation de fonctions partiellement appauvries ou dans le recrutement de certains circuits neuronaux qui peuvent compenser les fonctions perdues. Par exemple, la coordination motrice dans la maladie de Parkinson. Bon, le fait que la musique soit une activité gratifiante et naturellement intéressante à tous les âges ajoute aussi à ses effets bénéfiques. Ça favorise l'adhérence au protocole d'entraînement et ça permet de soutenir l'entraînement aussi plus au fil du temps. Donc ça a été montré maintenant que l'activité musicale va vraiment stimuler le système dopaminergique de manière assez intense. Et pour relier un petit peu aussi à ce qu'a dit Philippe, il y a même des études qui montrent que si on fait de la TMS, pendant qu'on écoute de la musique qu'on aime bien, si on stimule l'endroit qui le relie au système de récompense, on peut commencer à ne plus aimer cette musique, alors que c'est notre musique préférée. Donc, c'est juste pour montrer qu'il y a un lien fort ici avec la motivation. Et donc, la combinaison de ces trois facteurs, du coup, donc le changement neuronal, la synchronisation multisensorielle et la motivation interne, donc le plaisir en faisant la musique, ça peut contribuer à faire une intervention qui est potentiellement très efficace et engageante. Donc, c'est le fait de pouvoir mettre ces composantes ensemble en même temps qui peut aussi améliorer l'efficacité. Donc maintenant, je vais passer au jeu sérieux. Donc, on va regarder aussi, le jeu sérieux, c'est un nouveau format d'administrer des formes d'intervention ou d'entraînement. L'objectif principal du jeu sérieux, c'est d'améliorer ou de remédier une certaine fonction ou un certain comportement. Aussi, même si le divertissement n'est pas au centre, c'est pas l'objectif principal du jeu, la plupart des jeux sérieux sont habituellement très motivants. Et ce type d'outil est rendu possible maintenant grâce à l'émergence de nouvelles technologies innovatives qui sont plus abordables maintenant, plus disponibles. Donc, on sait que maintenant, il y a environ 6,8 milliards de smartphones dans le monde, ce qui représente 85% de la population mondiale, et que des programmes, les applications sont compatibles avec ces instruments-là. Donc, ça permet du coup d'avoir des technologies qui sont mobiles et on peut du coup amener des formes d'entraînement, traitement chez les patients ou dans des endroits qui sont plus marginalisés.
Avec ces instruments-là aussi, on arrive à capturer des données en temps réel. Ça, c'est aussi très utile. Donc, pendant l'entraînement, on peut savoir s'il y a une adhérence au protocole. Ça, on peut aussi utiliser les données pour adapter et personnaliser les traitements selon des traits individuels des patients. Par exemple, la maturité, la difficulté motrice, le niveau intellectuel, différents types de maladies mentales. Maintenant, je vais focaliser sur un certain type de jeu. Donc là, on combine la musique et le jeu sérieux. Et nous, on se focalise plus sur l'aspect rythmique parce qu'on pense qu'il y a un système ici qui est assez important, qui va mener la plupart des changements de plasticité dans le cerveau. Donc, ici, on combine les bénéfices de l'entraînement musical avec le jeu sérieux. Donc, ça nous permet de cibler certaines fonctions et de le garder aussi très motivant et de pouvoir maintenir du coup l'attention des gens qui jouent au jeu. L'aspect rythmique, c'est un entraînement sensorimoteur synchronisé. Donc, on utilise des parties du corps et on le synchronise dans le temps. Et ceci, ça affecte le traitement auditif moteur, donc du timing, mais aussi de l'attention. Et on observe, et donc ça, c'est des études de notre laboratoire, qu'il y a des déficiences, ou en tout cas du timing appauvri, dans plusieurs différentes maladies neurodégénératives. Notamment, la maladie de Parkinson est associée avec des déficits en termes de timing. La dyslexie aussi, on voit ça aussi avec le trouble de l'attention et de plus en plus dans l'autisme, on commence à étudier ça d'un point de vue d'une déficience rythmique ou de timing. Donc, ça nous amène du coup à regarder ça avec un point de vue de transfert de compétences, un peu comme a mentionné Philippe plus tôt, où ici, on se dit que si des capacités sensorimotrices sont vraiment importantes, de manière générale, pour le fonctionnement exécutif, pour pouvoir bien communiquer, avoir des bonnes aptitudes dans la parole, un fonctionnement social aussi. Et le timing est important pour l'efficacité du fonctionnement exécutif. On mesure le temps de réaction, donc c'est vraiment comme un trade-off entre la précision puis la rapidité. C'est important pour la fluidité de la parole et aussi pour les rythmes sociaux. Donc, apprendre à prendre son tour, suivre une vitesse, la norme d'un groupe social, etc. Tout ça, ça fait partie d'un bon sens de rythmicité. Donc, comme le montre ce graphique ici, qui est tiré d'une revue de Simone Dalla, donc on voit que le système de synchronisation du cerveau est lié au système moteur, au centre de récompense et au traitement de l'attention. Ça, c'est des tâches, par exemple, juste de tapotement rythmique. Quand on tape du doigt et on synchronise à un tempo, ça va venir stimuler tout ce réseau-là, ce réseau dans le cerveau aussi, qui vient lier donc l'attention avec le système de récompense et aussi les habiletés motrices. Attendez. Donc là, on voit que dans le Parkinson et dans le TDAH, il y a des déficiences du coup dopaminergiques aussi. Et donc ça affecte les ganglions de la base. Dans la dyslexie et l'autisme, on essaie aussi de comprendre la maladie par une déficience du cérébellum et d'un désir de synchroniser avec les autres qui est réduit. Donc ici, on a une perspective d'une déficience du système interne du timing qui serait peut-être liée aussi au déficit d'autres habiletés. Donc du coup, si on arrive à entraîner la synchronisation sensorimotrice, on pourrait améliorer le mécanisme interne du cerveau lié à la synchronisation qui peut ensuite être transféré à d'autres domaines autres que celui de l'entraînement moteur spécifique, comme on pourrait augmenter les capacités rythmiques de manière générale, ce serait un transfert proche. Et si on arrive à augmenter aussi le fonctionnement exécutif, ou la parole, ou la marche, ce serait donc un transfert un peu plus lointain. Donc, on a développé, le labo de Simone Dalla a développé en 2017 un prototype de jeu sérieux rythmique. Donc, c'est le premier prototype. Donc, ici, vous voyez le jeu rythmique à gauche. L'objectif, c'est donc de construire un bâtiment dans le temps
il y a un temps qui est limité. Et là, on tape sur le doigt régulièrement sur le rythme et on essaie de synchroniser à une musique. Ici, donc, on perd des points si on synchronise pas assez bien. Et plus on synchronise, plus on gagne de points. Et donc, du coup, on arrive à s'améliorer dans le jeu. Et le jeu contrôle, c'était un jeu de Tetris. Maintenant, je vais vous montrer des données. Ils ont utilisé ce jeu avec succès pour remédier les habilités motrices chez les patients de Parkinson. Donc ici, après 6 semaines d'entraînement, donc environ 420 minutes, on a observé qu'il y a une synchronisation motrice orofaciale plus stable et plus constante. Et après avoir donc joué à Rhythm Workers, qui est le jeu comparé au jeu Tetris, ça c'est essentiellement de pouvoir synchroniser la parole ou dire des choses dans le temps. Il y a aussi une meilleure synchronisation manuelle, donc ça c'est un tapotement sur le rythme. On voit que ça augmente, donc ça a transféré dans une habilité rythmique d'avoir joué à Rhythm Workers. Et aussi, on observe une meilleure perception rythmique après avoir joué à Rhythm Workers. Il n'y a pas de changement pour le groupe contrôle. Pardon? Une minute, ok. Et cette amélioration en perception rythmique est corrélée avec l'amélioration motrice. Donc, on a ici peut-être, donc c'est peut-être lié au même mécanisme. Donc maintenant, on passe au prototype 2 ici qui a été développé. Donc ça fait partie de mon doctorat, adapté pour les enfants en développement typique et atypique. Je vais sauter les... Pour ce protocole-là, on a 26 participants, donc des enfants avec autisme ou TDAH. Il n'y a aussi donc aucune comorbidité. On a assigné de manière aléatoire les enfants dans chaque groupe. On a appareillé sur l'âge et le QI. Ils ont joué environ 300 minutes. Donc là, on arrive à voir qu'ils ont tous environ joué même 300 minutes. Donc, ils sont adhérés au protocole. Aussi, on a pu voir le nombre de tapotements. Donc ici, ils ont tous eu le même niveau de tapotement moteur. La différence, c'est que ici, c'est pas synchronisé avec Frozen Bubble. Et on arrive à voir que ça a augmenté de transfert rythmique. Donc, dans le groupe de TDAH, ça a augmenté les habiletés rythmiques. Et dans le groupe autiste, on voit une amélioration en flexibilité cognitive. Donc, pour conclure, on voit que les jeux cerveau rythmiques sont une méthode efficace pour l'intervention musicale. Le jeu Rhythm Workers aide à la réhabilitation motrice dans le Parkinson's et il est aussi adapté pour être utilisé avec les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Le jeu contrôle Frozen Bubble est valide et comparable donc, à notre jeu Rhythm Workers. Et les deux jeux sont bien adaptés et optimisés pour être utilisés dans un prochain essai randomisé contrôlé. Donc ça, c'était des projets pilotes. Et finalement, donc ceci, nous aide à comprendre les mécanismes de la formation musicale et comment ils peuvent améliorer d'autres fonctions, ici en utilisant le système interne du timing. Ça contribue à notre compréhension du rôle du rythme dans le transfert de compétences et ça montre qu'on peut avoir une approche clinique basée sur la théorie et la stimulation de certaines fonctions qui vont avoir un rôle médiateur pour la remédiation. Voilà, merci beaucoup. Et ça, c'est aussi merci au financement que nous avons pour faire ces études-là et les références.